Alors bonsoir à toutes, Bonjour. bonsoir à tous. Le sujet de ce soir, méditation analytique. La détente ultime existe-t-elle? Voilà, donc c'est le sujet qu'on va explorer ce soir tous ensemble. On va commencer, comme à chaque fois, par un peu de calme mental pour, à défaut de trouver cette détente ultime, au moins en avoir un peu plus. Affiner et aiguiser le pouvoir de la concentration qui va nous servir dans cette méditation analytique qu'on va faire ensuite. On va donc faire une quinzaine de minutes de méditation sur le souffle. Et puis on va avoir deux parties séparées de méditation analytique sur la détente aujourd'hui. Et on va essayer de répondre à cette question initiale. La détente ultime est-elle possible? Existe-t-elle cette détente ultime? On va voir de quoi il s'agit. On va réfléchir et analyser ça tous ensemble, mais le but, c'est d'essayer de la produire un peu plus, cette détente. Est-ce que la détente est simplement là pour nous apporter quelques minutes de bien-être, ou est-ce qu'elle a une valeur spirituelle, et pas spirituelle dans le sens d'une religion de l'esprit, mais simplement le développement de l'esprit, ce qui a attrait à l'esprit. Donc, je vous encourage à prendre, pour commencer, une position confortable. Comme à chaque fois, une position qui vous inspire à la fois tonicité et détente, surtout pour le sujet d'aujourd'hui. On peut prendre quelques secondes, quelques minutes même, pour essayer vraiment de la trouver, cette position, dans le corps. Explorer, essayer des choses différentes. Et en général, on trouve la qualité de cette position en explorant un peu les extrêmes. C'est-à-dire en tendant un peu le corps, on se dit non, non, là il faut que je relâche un peu. Et puis en relâchant, on se dit non, il faut que je sois un peu plus tonique. Vous essayez de le trouver dans la position de votre dos. Dans le port de vos épaules. Dans le port de votre tête également. Est-ce qu'il faut que votre tête soit un peu penchée? Faut-il qu'elle regarde en l'air? Quel endroit vous pensez qu'elle est suffisamment tenue? Dans un port qui inspire à la fois la détente et la tonicité. Il faut essayer de vous imaginer un port de tête trop relâché. Qu'est-ce que ce serait? Peut-être que ce serait où on affaisserait les épaules. Et un port de tête trop tendu, ce serait peut-être comme ça, même s'il peut souvent y avoir une petite... j'emploie tension, mais c'est vraiment une tension détendue du cou. Ça aide à inspirer cette tonicité pour débuter la méditation. On dit souvent qu'on rentre un peu le menton dans le cou comme ça. La position de vos mains, essayez de trouver une position confortable. Est-ce que vos bras sont posés à l'endroit où ils sont posés par leur propre poids, ou est-ce que vous exercez une tension dans les bras? Essayez de le vérifier, de le constater. Et plutôt que se dire qu'on va méditer,
on va explorer le souffle par petits à-coups, par petites séquences. On va essayer d'observer en temps réel ce qui se passe dans le souffle. Et la première chose qu'on peut observer dans le souffle, c'est est-ce que j'inspire ou est-ce que j'expire? Essayez de le percevoir pendant quelques cycles de respiration. Ne vous dites pas qu'il faut que vous soyez concentré, qu'il faut que vous soyez en train de méditer, qu'il faut que vous soyez complètement connecté au souffle. Essayez simplement d'apercevoir l'inspiration et l'expiration. Et avant même qu'on puisse avoir le temps de se lasser, on fait une pause. On peut rétablir notre position. Vous voyez, on fait des toutes petites micro-méditations. Et au moins, on va essayer de faire en sorte que durant ces micro-méditations, il y a un pouvoir de l'attention de qualité. On ne reste pas trop longtemps sur l'objet pour ne pas se lasser. Et cette continuité, on va l'agrandir petit à petit. Allez, on retourne maintenant sur le souffle. Simplement percevoir que j'inspire quand j'inspire et que j'expire quand j'expire. Très bien. L'attention ici portée sur le souffle a pour but de faire l'inverse de nos distractions, de s'entraîner à faire l'inverse de ce que notre esprit distrait fait la plupart du temps. Ici, on essaie d'ancrer l'esprit à observer un seul objet, pas à divaguer d'un objet à un autre. On en choisit un, c'est l'inspiration, l'expiration, c'est le souffle. C'est pour ça qu'on le fait. On le fait pour habituer l'esprit à se focaliser, à choisir l'objet appréhendé par l'esprit. On va pouvoir reprendre.
Quand on commence à méditer sur le souffle, on médite sur quelque chose de très vague, comme un flux de va-et-vient dans lequel on ne distingue pas grand-chose. Et c'est ce que la première partie de la méditation va essayer de faire, c'est de distinguer des parties différentes, d'éveiller en nous la clarté mentale qui nous fait distinguer une chose d'entre une autre. On va distinguer l'inspiration, l'expiration, puis plus tard, on va essayer de comprendre le souffle. Est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est saccadé? On va vraiment essayer de prendre conscience de notre souffle. Pour ça, on se sert de petites micro-étiquettes qu'on lui colle à ce souffle. Et celle qu'on lui colle maintenant, c'est simplement inspiration, expiration. On peut reprendre. Aiguisant la clarté de l'esprit, on va maintenant demander gentiment à l'esprit de percevoir un peu plus du souffle, percevoir sa longueur, percevoir s'il est court, s'il est long, ce souffle, en temps réel. Il ne s'agit plus seulement de savoir si on inspire ou si on expire, mais de savoir quel est le type de respiration qu'on a en temps réel. Alors, est-ce que vous y êtes arrivé pour quelques secondes seulement de déterminer si le souffle était court, s'il était long? On va le faire sur 2 cycles de respiration seulement, simplement pour comprendre l'instruction, pour débuter, puis après on pourra le faire un peu plus longtemps. Si on y arrive pendant 2 cycles, on peut y arriver pendant 3, 4, 5, 10 cycles. Donc là, c'est vraiment un travail d'analyse. Essayez pas de penser qu'on est en train de méditer, essayez seulement de penser qu'on est en train de rentrer en contact avec le souffle, de le comprendre. Ok. Essayons pas de penser il faut absolument que je médite, il faut que j'y arrive, c'est que des respirations, c'est pas compliqué. Essayez simplement de faire au mieux, acceptant les perturbations, les distractions. Enlevons de nos épaules le fardeau d'avoir à penser qu'il faille réussir, qu'il faille méditer, qu'il faille y arriver. Non, essayons simplement de faire de notre mieux. On va essayer de continuer maintenant de
percevoir les caractéristiques du souffle. Très bien. Là, on travaille sur un seul aspect de la méditation, l'aspect de la clarté mentale. On essaie d'éveiller un petit peu l'esprit. Mais si on poursuivait, on finirait par avoir envie de se dire « Ah oui, il faut vraiment que je sache tout ce qui se passe dans le souffle, que j'arrive à voir si ça picote, si c'est saccadé, si c'est… » Et on finirait par rentrer dans une course, dans une quête. Il faut absolument que ce soit plus clair. Ah ouais, en fait, c'est un peu plus clair. Là, je sens que je commence à rentrer en contact avec le souffle, c'est un peu plus clair. Et on ignorerait une autre partie fondamentale de la concentration, c'est la détente et la stabilité. Donc quand on fait ça et qu'on a aiguisé notre concentration quelques instants, on va arrêter de courir après quelque chose et on va simplement essayer de calmer le souffle. Ok, vous voyez, on essaie juste un petit peu. Pas essayer de le calmer tout de suite pour qu'on soit complètement, extraordinairement détendu, détente ultime, pas du tout. Non, il faut essayer de le faire comme on calme un enfant qui pleure. Je prends toujours cet exemple parce que c'est un très bon exemple. L'enfant qui pleure, on n'essaie pas de le forcer, le secouer, on essaie simplement de s'adapter au temps qu'il faudra pour que cet enfant se calme, on l'accepte. On ajoute un peu plus de cet accompagnement en temps réel du souffle, et c'est ce qu'on doit faire ici, accompagner le souffle en temps réel et lui fournir ce dont il a besoin. Essayez de sentir ce que votre souffle requiert pour être plus détendu. Ok, vous pouvez détendre un peu le corps s'il n'était pas, changer un petit peu de position. De toute façon, on va revenir à ça puisque c'est le sujet de la méditation de ce soir, la détente. Vous pouvez bouger un peu votre dos si vous sentez une légère tension au niveau du dos. Ok. Donc, le sujet de ce soir, la détente ultime existe-t-elle? Il va falloir qu'on définisse un petit peu ce que c'est que la détente déjà.
J'entends souvent que conduire des méditations de détente dans un centre bouddhiste, c'est un petit peu cheap. Parce qu'on pense qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut méditer, comprendre, que méditer et faire méditer sur la détente, ça semble un petit peu une petite pastille quand on a un gros mal de gorge. C'est vraiment un tout petit truc qui va, oh la détente, oui on se sent bien pendant 5 minutes et puis finalement on retombe dans les mêmes schémas, dans les mêmes problèmes. Et la détente, c'est pas quelque chose qui est tellement encouragé. Je trouve que c'est dommage parce que la détente, si on la prend comme une pratique qui forme un tout, c'est-à-dire on ne fait que ça, évidemment la détente elle va être limitée. Mais si on l'intègre dans une compréhension de nous-mêmes, qu'on intègre la détente comme une modalité fondamentale dans le retour vers soi, dans la compréhension de soi, alors la détente devient non seulement une bonne chose, mais une chose fondamentale, nécessaire. Toutes les choses qu'on réalise dans une voie spirituelle, on le réalise parce qu'on acquiert suffisamment de clarté, de stabilité mentale. Et on ne peut pas acquérir de stabilité mentale si on n'arrive pas à détendre le corps, détendre l'esprit. Donc, qu'est-ce que c'est que la détente? Je réfléchissais à ça. Moi, je n'ai pas étudié ce que c'est que la détente, parce que ce n'est pas un terme qui est vraiment employé dans le bouddhisme, la détente. Mais nous, ce qu'on pense de la détente, c'est si j'ai terminé ma journée de travail et que je veux me détendre, je vais faire quelque chose que j'aime. Je vais aller vers un loisir, je vais aller au ciné, je vais faire une balade dehors, je vais partir en forêt. Voilà, les choses qu'on aime et qui sont des loisirs sont souvent les choses dont on pense qu'elles sont des producteurs de détente. Et on a raison, hein, faire une belle balade en forêt, regarder un film, se détendre, faire couler un bain chaud, tout ça, ça peut aider à la détente. Nous, on va essayer de voir si on peut aller un peu plus loin, mais le but n'est pas de minimiser la capacité de détendre de ces choses-là, ou faire du sport aussi, ça peut détendre. Donc on pense que la détente réside dans faire quelque chose qu'on a envie de faire. Faire quelque chose qu'on a envie de faire. Et dans la méditation, la détente est un petit peu différente. La détente ne réside pas nécessairement dans faire ce qu'on a envie de faire, mais se donner ce dont on a besoin. Et il y a une vraie grosse nuance. C'est que parfois, ce dont on a besoin, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Et d'ailleurs, on arrive à ce paradoxe souvent quand on médite, c'est qu'on sait qu'on a besoin de détente, mais on n'arrive pas à la procurer, la détente. Par le fait même qu'on commence à méditer et qu'on a envie de suivre les choses qui nous passent par l'esprit, on n'a pas envie de dire non à ces choses qui sont nos distractions mentales au profit de quelque chose qui va être pas évident à trouver dès le départ. C'est ce qu'on fait dans la méditation, c'est pas évident de calmer le souffle. C'est pas quelque chose d'automatique et même c'est pas quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. On se dit oui, bah si, j'ai envie d'être détendu, mais en action, dans la réalité, on n'a pas vraiment envie. On se dit oh, il y a des choses beaucoup plus excitantes que le souffle. Ah non, j'ai pas envie de faire ça. Il y a le ciné, il y a ça, c'est de la vraie détente. C'est les choses que j'ai envie de faire. Donc, donner au souffle ce dont il a besoin, ça passe par comprendre que ce n'est pas nécessairement ce qu'on a envie de faire aussi. Il faut l'accepter, c'est OK de faire un effort aussi pour se détendre. Et ça va être toute la notion, comprendre la force de l'effort qu'on doit faire. Quel est le type d'effort qu'on doit faire? Parce que pour se détendre, on a l'impression qu'il ne faut faire aucun effort. Si on se dit détendre le corps, on a l'impression qu'il faut relâcher le corps. La détente, c'est ça. Il faut relâcher le corps. Mais je pourrais vous demander de relâcher votre corps. Est-ce que ça vous ferait vous sentir complètement détendu?
Non. Si je demande de relâcher la tête, on ne va pas tout immédiatement se sentir complètement détendu. Ce n'est pas le relâchement musculaire qui lui-même crée la détente. C'est notre esprit, notre conscience qui va demander au corps de se calmer. C'est ça qui produit la détente. C'est la volonté de calmer l'activité du corps. Et il est vrai, c'est sûr qu'un corps qui est tendu, ce n'est pas un corps qui va être propice à cultiver le calme mental et la sérénité, la méditation. Donc c'est vrai que le corps, il faut le détendre. Mais ce n'est pas par le relâchement qu'on le fait, c'est par donner au corps ce dont il a besoin, savoir identifier ce dont le corps a besoin, identifier ce dont ma respiration a besoin. Et c'est loin d'être une perspective évidente. Parce qu'il faut déjà savoir qu'est-ce que mon souffle requiert. Et pour ça, il faut entrer en contact avec le souffle pour savoir ce dont il a besoin. Sinon, on lui offre quelque chose dont on ne sait même pas si ça va vraiment lui servir à ce souffle, ni à ce corps. Donc, il faut entrer en contact avec lui. Et pour entrer en contact avec lui, il faut passer un peu de temps avec lui. Et pour passer un peu de temps avec lui, il faut, à minima, refuser toutes ces autres choses agréables qui nous incitent vers des choses plaisantes, d'autres sources de détente. Qu'est-ce qu'on va manger tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on va regarder comme film? Mais qui, malheureusement, ne sont jamais, elles, des garanties de la détente. Par contre, si on applique ces leviers intérieurs et qu'on arrive à vraiment savoir se donner ce dont on a besoin, la détente est presque assurée, et une détente de bien meilleure qualité, bien plus profonde, bien plus profonde. Parce que ça nous arrive assez rarement de nous donner vraiment ce dont on a besoin. Et on peut se poser même la question, si j'arrive pas à me donner ou à donner à mon souffle vraiment ce dont il a besoin en temps réel, comment je peux vraiment m'aider moi-même si même pour le souffle, j'arrive pas à trouver quelque chose qui lui convienne à ce souffle? Donc ça peut sembler une étape simple, une étape mineure, mais c'est un vrai acte de bienveillance envers soi que de savoir simplement respirer. Savoir simplement respirer, savoir simplement donner à son souffle ce dont il a besoin. Un vrai acte de bonté de donner au souffle ce dont il a besoin. Qui passe vraiment par l'expérience, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer beaucoup. Mais si on doit avoir de la bienveillance pour soi, parce que c'est souvent dans les enseignements, si on a de la bienveillance pour soi en théorie, mais que même pour le souffle, on n'arrive pas à le détendre, on peut se demander, mais quelle est la portée de notre bienveillance si même l'action de mon corps et l'action de mon souffle, je ne veux pas avoir d'emprise dessus. D'emprise ou de l'accompagner en tout cas. Donc ça, c'est une première partie de la détente. Savoir se dire que la détente, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on a envie, et il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'on va se forcer, pas du tout. C'est qu'on va essayer de reprendre contact avec cette chose infime du souffle. On va essayer de se remotiver à donner au souffle quelque chose de vraiment calme, de vraiment serein. Et quand on arrive à donner au souffle quelque chose de serein, alors notre esprit acquiert la même qualité de sérénité. Et vraiment, on peut acquérir une forme de détente profonde. C'est vraiment la première forme de détente qu'on va traiter ce soir. Et la deuxième partie, on va aller un peu plus loin, beaucoup plus loin. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinairement profond dans la détente, à comprendre. Donc cette détente, elle ne vient pas simplement en relâchant le corps. Voilà, c'est pas ça. Elle vient aussi en comprenant, c'est pour ça qu'on fait une méditation analytique, en comprenant que cette détente, elle ne vient pas en poursuivant tout ce
que j'ai envie de faire. Elle vient aussi en faisant le travail, comme on calme un enfant. Au départ, un enfant, on l'a dans ses bras, il nous crie dans l'oreille. C'est pas une expérience plaisante. Il crie, c'est en pleine nuit, et 3 heures du matin. Mais on va travailler avec lui. On va travailler avec lui, on va le prendre dans ses bras, on va changer de position, on va trouver ce que l'enfant requiert. On va le mettre, on va voir s'il a chaud, on va lui enlever des couvertures s'il a trop chaud, on va trouver ce qu'il faut. Mais l'expérience en soi, elle n'est pas super plaisante. Elle va le devenir, mais il faut accepter au départ dans la méditation que ce n'est pas vraiment tout à fait ce qu'on a envie de faire. Et pourtant, c'est quelque chose qui va nous conduire vers beaucoup plus de calme que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, vous pouvez reprendre une position de méditation. Et vous posez la question, est-ce que c'est vraiment ce que j'aurais envie de faire, là, de rentrer en contact avec le souffle? Qu'est-ce qui, selon moi, maintenant, serait vraiment quelque chose que j'aurais envie de faire pour me détendre? Et si j'ai identifié quelque chose, en dehors de la méditation, bien sûr, je peux me poser la question, est-ce que c'est une vraie détente, une détente profonde que cette chose-là va nécessairement produire en moi? Et là, je peux faire appel à ma mémoire parce que j'ai certainement déjà fait ces choses-là. Et est-ce que ça procure une paix intérieure, une détente incroyable? Est-ce que ça me détend à chaque fois? Parce qu'il arrive souvent que ces choses, on les désire quand on les a pas, mais dès qu'on les a, est-ce qu'on en profite vraiment?
d'ailleurs, le fait de courir après la détente, ou de vouloir quelque chose qui va me détendre, ou de penser: «Oh tiens, dans un quart d'heure, dans une demi-heure, il va falloir que je fasse ça, ça va me détendre». Est-ce que ça, c'est pas au cœur même de l'absence de détente, de sans arrêt avoir envie de quelque chose, de sans arrêt vouloir quelque chose de nouveau, de pas avoir ce contentement d'être, totalement présent? Est-ce que la détente ne vient pas également de faire un petit effort pour se détendre justement? De dire: «Non, OK, je cours pas encore une fois de plus après quelque chose. Je me satisfais de ce que j'ai là et je m'y installe dans cette chose». Ça nous arrive pas souvent de le faire ça, de totalement s'installer. Comment on peut vraiment se détendre si on a l'esprit sans arrêt attiré par l'accomplissement de quelque chose de nouveau? Et là, je suis sur mon coussin et j'ai une occasion de pas faire que mon effort à la détente soit simplement quelque chose dirigé vers l'avenir. Là, j'ai l'occasion de le faire maintenant, de passer à l'action. Et je vais essayer, simplement calmer le souffle. Et autoriser l'expérience agréable de rentrer dans le souffle, de m'installer dans le souffle, dans un souffle agréable. On peut essayer de reprendre.
Et là, quand on fait ça, on travaille sur l'aspect stabilité de l'esprit. Et c'est vraiment cet aller et retour entre la clarté et la stabilité qui font qu'à un moment, l'esprit se pose totalement. Donc là, on peut reprendre un petit peu l'éveil clair de l'esprit, l'affûtage de l'esprit. On oublie de calmer l'esprit. Maintenant, on va se focaliser sur j'essaye d'observer les caractéristiques du souffle. Et ne vous dites pas que vous êtes en train de méditer, qu'il faille y arriver, que ce soit une technique. Oubliez ça. Essayez simplement de rentrer en contact et de percevoir les qualités, les caractéristiques du souffle. Est-ce que mon souffle il est court? Est-ce qu'il est long? Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Quand j'expire, je sais que j'expire. Rentrez en contact avec le souffle. Ok. On va le refaire une fois. Ça, c'est juste pour aiguiser l'esprit. Puis on va revenir ensuite à la détente. Vous allez voir, peut-être que parce qu'on aura affûté un peu plus l'esprit, la détente va être beaucoup plus forte. On peut y retourner. Essayez simplement de percevoir les qualités et caractéristiques du souffle. Très bien. Et maintenant, on va revenir à notre sujet. On va essayer d'accompagner le souffle à la détente. On n'essaie plus de courir après. Il faut absolument que je perçoive les caractéristiques du souffle. Essayez simplement d'en avoir une vision d'ensemble, un peu comme s'il était lointain. Simplement être présent à lui. Simplement sentir que vous êtes focalisé sur lui et autorisé à le modifier tout doucement pour lui apporter ce dont il a besoin et ce dont vous avez besoin maintenant.
Très bien. Alors on va y revenir, on va aller un peu plus loin. Et vous allez voir que l'analyse n'est pas étrangère à cette détente. Hein, on a souvent l'impression que justement, il ne faut pas être dans l'esprit quand on a envie de se détendre. Il faut être complètement dans le corps ou bien faire du sport. Mais on va voir que les leviers mentaux sont les plus profonds. Et c'est là qu'on va se poser la question, est-ce qu'il existe une détente ultime? C'est un peu ce qu'on va observer maintenant. Est-ce qu'il existe une détente ultime? La question de se poser que ce qui empêche la détente, très souvent, c'est qu'on a sans arrêt quelque chose à accomplir, quelque chose vers quoi se diriger, une activité à faire, quelque chose qui nous manque. Et ça, c'est un destructeur de détente. Il est très difficile d'imaginer être totalement détendu quand on pense qu'il y a des choses impérieuses à faire, des choses qu'il faille que soit j'acquière, des abstractions, des choses mentales, des qualités, que même je dois absolument méditer, qu'il faut que j'y arrive parce que c'est pas compliqué, on médite que quelques secondes, pourquoi j'y arrive pas? On pense sans arrêt, il faut que quelque chose que je ne possède pas me soit rendu possible. Et ça, c'est vraiment une interrogation qu'on a dans le bouddhisme, dans la voie spirituelle, c'est vraiment de se poser cette question essentielle: est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui manque? On n'y va pas par quatre chemins, hein. On se pose vraiment la question de manière logique: est-ce qu'il y a quelque chose au très fond de moi qui manque? Parce que tant qu'on n'a pas résolu cette équation et répondu à cette question, c'est sûr qu'on va sans arrêt courir après quelque chose et empêcher cette détente. Donc là, on va faire utilisation de notre logique en se demandant s'il y avait vraiment quelque chose en moi qui manquait et qui justifie toute mon action de me diriger vers mieux, transformer mon apparence, être plus beau, être plus intelligent, avoir un statut social. Est-ce que si moi, François, il me manquait essentiellement quelque chose, si c'était dans ma nature de ne pas avoir quelque chose ou de manquer de quelque chose, si c'était dans ma nature, c'est-à-dire la nature de quelque chose, c'est pas, on ne peut pas l'extirper de François. Si c'était dans ma nature profonde de manquer de quelque chose et qu'il faille que je me dirige vers toutes ces choses pour combler mon vide, un vide intérieur, s'il était vrai que le manque était totalement uni à moi, si c'était une seule et même chose, alors de toute façon, il n'y aurait rien qui puisse le combler. Si c'était dans ma nature de manquer de quelque chose, il n'y aurait rien que je puisse, vers quoi je puisse me diriger, puisque de toute façon, ce serait dans ma nature de manquer de quelque chose. Ça, c'est la première possibilité. Et si c'était dans ma nature de manquer de quelque chose, ça ne servira à rien de courir après les choses, puisque de toute façon, ce serait dans ma nature de manquer de quelque chose. Je ne pourrais jamais combler ça. C'est comme si la chaleur et le fait de brûler dans la nature du feu, il n'y a pas un moment où le feu va arrêter de brûler. C'est vraiment dans sa nature. Si c'était dans ma nature de manquer de quelque chose, je pourrais courir après tout ce que je veux, ça comblerait jamais. Donc de toute façon, je me dis, ok, ben, ça ne sert à rien que je cours après toutes ces choses, puisque de toute façon, en moi, il y a ce vide. Et l'autre possibilité, c'est de se dire, mais non, ce vide, il vient par mes habitudes, il vient parce que j'ai besoin de ça, par ma culture, par l'environnement, mon éducation, les choses que j'ai faites par le passé. Mais moi, personne, moi en tant qu'individu, je peux complètement me dissocier de ce manque. Ce manque, c'est simplement quelque chose qui vient dans mon esprit de temps en temps, qui vient et qui part. Mais moi, en tant que personne, moi et ce manque ne sont pas exactement la même chose. Ce manque, il va et vient, il est produit par des causes et des conditions, par si je regarde beaucoup, si je lis des journaux sur l'apparence pendant des mois, je vois bien que ça conditionne le manque qui va être le mien en me disant il faut que je transforme, il faut que je me fasse un lifting, il faut que je transforme ma coupe de cheveux.
On voit que c'est conditionné, on voit qu'on n'est pas tous en manque de quelque chose. Ce manque à l'intérieur de nous n'est pas quelque chose qui nous identifie, qui est totalement solidifié avec nous-mêmes. Et si c'est le cas que le manque, il est conditionné par l'environnement et que moi, j'existe en dehors de ce manque-là, alors je peux me dire, mais moi, il ne me manque rien finalement. Il n'y a absolument rien qui me manque. Le manque est simplement une qualité transitoire qui vient de mes habitudes, mais moi, je peux totalement m'en soustraire de ce manque. Donc moi, individu, il n'y a absolument rien qui me manque. Et ça, c'est le sujet un petit peu de la vacuité dans le bouddhisme. C'est que nous, personne, avions rien par essence qui nous manque. Et quand on cesse de penser qu'il faille obtenir, qu'il faille se changer, se transformer, méditer, qu'il faille... On fait l'expérience d'une détente hors du commun. L'exemple qui est souvent pris, c'est l'exemple du rêve. On le voit dans Calderon, La vie est un songe, qui avait ces mêmes idées qu'on retrouve dans le bouddhisme, c'est de se dire, on hallucine un petit peu nos envies, notre manque aussi. Ce manque, on a l'impression qu'il est là à l'intérieur de moi. Plus on désire quelque chose, plus on a du manque. Et on a l'impression que moi, je suis vide de quelque chose et qu'il faille absolument que j'acquière pour combler ce manque. Mais ce manque, il est seulement l'issue de notre habitude. Et on prend l'exemple du rêve. Dans le rêve, quand je suis en train de rêver, j'ai l'impression que je sens des parfums, que les choses sont présentées à moi comme si elles venaient complètement de l'extérieur de mon esprit. Or, c'est tout des projections mentales. Une voiture dans un rêve, c'est simplement une voiture qui est construite par mon activité mentale pendant que je dors. Donc, dans les rêves, il n'y a aucune voiture dans laquelle on puisse monter, il n'y a aucun parfum qu'on puisse sentir vraiment. Parce que les parfums, ils ne sont pas là, ils sont simplement inventés par mon esprit. Et ça, c'est une image qui est très souvent prise pour indiquer un petit peu cette vacuité qu'on fait que très rapidement mentionner là, mais pour comprendre que fondamentalement, dans ce rêve, il n'y a rien à devenir, il n'y a rien à transformer, il n'y a aucune qualité qu'il faille acquérir dans le rêve. Et pourtant, dans le rêve, on va essayer d'en sortir de ce rêve. Et on va faire dans le rêve des choses qui vont nous faire sortir de ce rêve. Et c'est un petit peu l'équivalent de la voie spirituelle, c'est que dans ce rêve, dans ces choses éveillées, dans ces choses de l'état somnolent, on va faire des choses pour sortir de ce rêve. Tout ça pour dire que non, il n'y a pas quelque chose en moi qui manque par essence. Et pourtant, je vais quand même méditer, mais avec une toute autre approche. L'approche ne va pas être d'acquérir quelque chose qui me manque fondamentalement. Elle va simplement être de me dire, OK, il n'y a rien qui manque en moi, il n'y a rien qui manque par essence, et pourtant je pratique et pourtant je médite quand même. Tout ça pour exemplifier une composante très importante de la méditation qui est la différence entre la saisie et l'aspiration, entre vouloir à tout prix et l'effort joyeux. Ce qu'il faut dans la méditation, c'est avoir cet effort joyeux de se diriger, de calmer l'esprit, mais ce qu'il faut surtout empêcher, c'est « ah, il faut absolument ». Parce que quand on fait « il faut absolument », on part du principe qu'il y a quelque chose qui nous manque intrinsèquement. Plus on est voué à vouloir et se saisir de quelque chose par essence, il faut absolument que j'ai ça, plus on fait prendre vie à l'intérieur de nous-mêmes d'un manque profond, d'un manque inhérent, qui n'existe que dans notre esprit. Et quand on comprend qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à transformer, je n'ai pas à devenir quelqu'un, je n'ai pas à méditer, j'ai pas à... Eh bien, on ne va pas s'empêcher de méditer, on va continuer à méditer, mais avec une activité mentale beaucoup plus détendue. Oui, il peut nous manquer des choses, mais ce n'est pas des choses qui nous manquent par essence, ce n'est pas des choses qui nous constituent, c'est des choses qui sont environnementales, c'est des choses qui font partie de notre quotidien. Oui, bien sûr, il me manque la nourriture, si j'arrête de manger, je vais mourir. Mais je ne vais pas penser que ça me manque
intrinsèquement. Ça, c'est vraiment la nuance. Donc on va reprendre la méditation, un petit peu d'analyse et puis essayer de se dire: «Mais il y a rien à faire». Dans la méditation, il y a rien à devenir. On ne cherche pas à devenir quelque chose et c'est d'ailleurs une activité singulière et unique dans la vie de tous les jours, de ne pas chercher à devenir et c'est quand on cherche plus à devenir quelque chose, par essence, intrinsèquement, par le fait de se saisir, qu'on commence à se détendre et quand on commence à se détendre, l'esprit commence à se focaliser totalement et on fait l'expérience de ce qu'on appelle une détente ultime. On ne peut pas trouver quelque chose de plus profond que cette impression qu'il n'y a rien à devenir, il n'y a rien à acquérir, il n'y a rien à transformer. C'est une nuance subtile, hein, mais on va essayer de l'évoquer un petit peu dans cette méditation courte, hein. On a peu de temps, mais je pensais que c'était bien de parler de cette détente en termes un peu plus profonds. Et le plus profond, c'est est-ce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque intrinsèquement? On peut commencer par se poser la question dans la méditation. Cette impression très souvent qu'on a qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On a l'impression que souvent il y a un vide en nous qu'il faut remplir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut des choses, c'est parce qu'il y a un vide en nous qu'il faut combler, quelque chose qu'il faille remplir. En général, plus on désire quelque chose, plus on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et ce manque, cette sensation qu'en nous, il manque quelque chose, c'est pas une expérience agréable. C'est pas quelque chose qui est propice à la détente.
Mais il est où ce vide? Il est où ce manque? Est-ce qu'il est est-ce que c'est moi le manque? Est-ce que c'est quelque chose qui est passager? Donc commençons par imaginons que ce soit totalement ma propre nature de manquer de quelque chose. Comme c'est la nature du feu de brûler. Si c'était ma nature de manquer de quelque chose, si on ne pouvait pas séparer le manque de moi, par exemple. On ne peut pas séparer le feu de l'action de brûler. Donc si c'était le cas que le manque et moi faisaient un, c'était la même chose, indissociable, de toute façon, il n'y aurait rien à faire, il n'y aurait pas besoin de courir après toutes ces choses, puisque de toute façon, je continuerais à manquer de quelque chose. Si le manque et moi ne faisaient qu'un, alors il y aurait besoin que de se détendre et se dire: «OK, bah, de toute façon, il n'y a rien qui puisse me convenir, puisque de toute façon le manque fait partie de moi totalement». Et on n'aurait plus qu'à se détendre alors. C'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est si moi et le manque, c'était pas la même chose, si le manque, c'était quelque chose qui me traversait l'esprit de temps en temps, qui venait parce que je l'ai nourri ce manque, parce que à travers mes habitudes, mon mode de vie, ma culture, heu, les choses que je considère, j'aurais développé ce manque en moi, mais en fait, moi et le manque seraient 2 choses bien séparées. Essayons de nous représenter ce manque et moi comme 2 choses, bien distinctes. Alors je pourrais me dire: «Non mais le manque c'est pas moi, c'est juste un truc qui passe, un truc qui me traverse l'esprit, qui est fait par, qui est produit par un environnement, mais c'est pas moi». Il y a des moments où j'ai pas de manque, je suis pas sans arrêt en train de manquer de quelque chose. C'est passager, ça dépend des moments. Je ne suis pas cette chose-là. Et si c'est le cas que le manque n'est pas moi, alors moi,
Si je me regarde moi et que je laisse le manque de côté, moi, il ne manque rien. Il ne manque rien. Il n'y a aucun vide en moi. Si le manque ne fait que passer, il est un, un invité. Un invité dans un hôtel, c'est pas l'hôtel. Il fait que passer, s'il est simplement présent dans mon esprit qui s'en va, moi je suis différent de cette chose-là. Donc moi, quand je regarde ce que je suis, il n'y a rien par nature qui soit un manque. Il n'y a rien qui me manque par nature. Et ça, c'est une source de détente ultime de penser qu'il n'y a rien qui me manque finalement en moi, profondément. Dans les deux cas, on ne peut que se détendre finalement. Il n'y a pas besoin de courir autant, il n'y a pas besoin de penser sans arrêt qu'il me manque quelque chose, qu'il faille que je transforme quelque chose, que je devienne quelqu'un, que j'échappe à quelque chose. Non. Et quand on comprend qu'il n'y a rien de vide intrinsèquement en moi, ça laisse la possibilité d'une détente hors du commun, qui n'est pas simplement une détente vide, qui est une détente conjointe avec de la sagesse, une compréhension profonde de ce que nous sommes, et juste. Voilà ce qu'on pourrait appeler la détente ultime. Donc on va prendre juste une petite pause. Vous voyez, on déjoue certains de leviers intérieurs, on pourrait y passer plus de temps, là on le fait c'est une ébauche. Mais la détente, elle est conjointe avec de la sagesse, comprendre qu'il n'y a rien qui manque. Et c'est ce manque qui empêche la détente. Sans arrêt, il faut que je fasse, on se resserre comme un étau sur les choses. Il faut les posséder, devenir, changer, transformer, même pour la méditation. Or, la méditation, c'est un des seuls moments où on doit agir différemment, sans se resserrer sur ces choses-là. Et en faisant exactement l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, en permettant cette détente qui naît de la sagesse, comprenant qu'il n'y a rien qui manque en moi profondément. Et une fois qu'on utilise ce départ d'étincelle de sagesse et qu'on l'adapte au souffle, qu'on revient sur le souffle,
alors on peut donner beaucoup plus au souffle qu'auparavant. Parce qu'on sait qu'il n'y a plus à faire autre chose que ça. Il n'y a pas besoin de courir après quelque chose. On peut revenir au souffle et là, lui donner vraiment ce dont il a besoin. Ceci naissant de la compréhension profonde qu'il n'y a pas de vide intrinsèquement. Et pourtant, il n'y a pas de vide intrinsèquement et je m'engage encore à faire des activités. Ce n'est pas une exhortation à la passivité, ce n'est pas du tout ça. C'est une exhortation, une action qui ne part pas du principe d'un manque intrinsèque. Mais oui, on continue à agir, on continue à vouloir des choses, mais pas avec ce resserrement de l'esprit. Donc on va faire quelques minutes maintenant juste de ce souffle, se rappelant qu'il ne faut pas chercher à méditer, il ne faut pas chercher à tout prix à méditer. Et pourtant, on va rentrer en contact avec le souffle. Donc essayez simplement d'observer ça et de donner à votre souffle ce dont il a besoin. Ne cherchez pas à méditer. Et pourtant, on rentre en contact avec le souffle, on l'accompagne. On lui procure ce dont il a besoin. Faire une petite pause. Ce qu'il faut, c'est trouver cet équilibre entre le vouloir trop et le pas vouloir du tout. C'est ça qu'on fait dans la méditation. C'est ça, c'est apprendre à vouloir d'une manière constructive. Le problème, c'est pas de vouloir, le problème, c'est de s'agripper aux choses, de le vouloir trop. Et c'est souvent ce qui arrive dans les activités dans lesquelles on se lance, dans la méditation, le sport, on veut trop. Et ça, dans la méditation, ça crispe l'esprit et ça crée des projections mentales qui sont fausses en plus. Ah, il faut absolument que je médite, je suis nul, il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être, il faut que j'acquière la détente. Non, quand on veut essayer de se détendre, si on cherche la détente à tout prix, la détente ne viendra jamais. Donc quand on comprend qu'il n'y a pas de vide en moi, on peut autoriser simplement, voilà, ok, je prends ce qui vient. Et ça, ce n'est pas l'inertie, ce n'est pas l'extrême de l'inertie, ce n'est pas l'extrême de la saisie à tout prix. C'est simplement, voilà, tout ce qu'on vient de voir, c'est un petit peu, encore une fois, cette métaphore de l'enfant. On ne va pas le laisser dans son lit, on ne va pas non plus le secouer, on va faire preuve de souplesse. Et c'est très rare, on a tellement peu appris à faire preuve de souplesse avec son esprit, de donner à notre esprit ce dont il a besoin. Donc on va reprendre, essayer de l'appliquer, de le mettre en action, cet équilibre. Cet équilibre qui fait qu'il n'y a rien à accomplir.
Il n'y a rien à transformer totalement et pourtant, je vais essayer un petit peu de calmer l'esprit, de lui apporter un peu de calme, de détente, de calmer l'activité du souffle. Ok, on fait une mini pause et on va faire une dernière petite micro-session. N'ayez pas peur d'allonger le souffle dans la limite de l'agréable, essayez de l'accompagner, comme si vous et le souffle n'étaient qu'une seule chose, et que à travers le souffle, c'est un acte de bienveillance envers soi que de se calmer. Un acte de patience, de tendresse. Ok, on peut essayer. Ok. Si vous avez des questions, pouvoir y répondre. Vous pouvez prendre la parole ou les écrire dans le chat. C'est un sujet, la détente, qui peut sembler assez simple, mais quand on voit ce qui vraiment produit la détente, c'est très, très, très profond. Très profond. Ok, alors on va faire une
petite dédicace maintenant, altruiste, de penser, voilà, cette détente ou ce petit micro mieux par rapport à ce que j'avais il y a 1h20. Voilà, bah, c'est jamais perdu, hein, parce que c'est pas évident de se détendre. C'est pas évident de se détendre assis sur un coussin en train de méditer. Et pourtant, ça donne lieu, quand c'est accompli de manière correcte, à une détente qu'aucune des activités externes, physiques, ne peut procurer. Donc que ce petit mieux puisse-t-il me servir à moi déjà, me faire du bien. Il y a rien de mal à se faire du bien quand on sait que cette disponibilité mentale, quand on est détendu, on est beaucoup plus résilient. Quand on est détendu, les problèmes, on les voit avec beaucoup plus euh, de, de force. Comme quand on traite les problèmes quand on revient de vacances, c'est beaucoup plus simple de traiter les problèmes quand on revient de vacances. Mais quand on est fin juin ou juste avant Noël, qu'on a 3 mois de travail, qu'on est complètement tendu, tous les problèmes, on les prend de manière très, très frontale. C'est pareil que la méditation. Quand on arrive à se calmer, on devient très résilient. Les choses glissent beaucoup plus facilement. Et ces problèmes, et la manière dont on les traite, ça peut aider aussi les autres. Donc, puissent ces petits efforts que j'ai mis ce soir à détendre mon esprit, n'être pas vain, mais aider les autres un petit peu, m'aider moi-même, apporter un peu plus d'écoute, de souplesse. On en a tellement besoin. Parce que la détente ouvre sur la paix également. Donc puisse cette détente s'approfondir en moi pour donner lieu à une paix intérieure qui encourage la paix extérieure aussi. Quand on est en paix intérieure, on est moins sous le coup de ces émotions perturbatrices, la colère, la haine, le ressentiment, la jalousie. Puisse cette détente et cette paix apporter un peu plus de paix dans le monde aussi.